Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 298. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point certaines pages de vente ont l'air juste irrésistibles, alors que d'autres, elles ont du mal à attirer votre attention? En fait, la différence, elle ne tient pas à la qualité du produit ou du service. Elle tient principalement à la manière dont votre cerveau perçoit les informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque clic, chaque hésitation et chaque achat, il y a un mécanisme psychologique. En fait, dans le marketing digital, comprendre ces mécanismes, c'est devenu un avantage décisif. Les tunnels de conversion, c'est pas uniquement une suite de pages que vous avez bien optimisées. Les tunnels de conversion, c'est des parcours qui sont construits pour répondre à des besoins humains. Des besoins humains. Qu'est-ce que c'est ces besoins humains? Ça va être par exemple la preuve sociale, la rareté, l'effet de cadrage ou encore la réciprocité, c'est-à-dire des biais cognitifs qui influencent nos décisions sans qu'on en ait toujours conscience. Alors dans cet épisode, je vous propose qu'on plonge ensemble dans la psychologie appliquée au tunnel de vente. Je vous propose qu'on aille regarder les biais cognitifs les plus puissants, qu'on voit comment les intégrer dans nos pages de vente, et puis qu'on aborde ensemble une question qui à mon avis est essentielle, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour rester persuasif sans basculer dans la manipulation, parce que le but du marketing, c'est pas de manipuler les gens. Bon, alors première chose à comprendre, comment est-ce que notre cerveau prend ses décisions? Il y a vraiment une part à faire entre la logique et l'émotion. Pendant très longtemps, on a cru que le cerveau humain, il décidait en utilisant principalement la raison. Le cerveau, on pense raison. Sauf que, c'est pas du tout le cas. Les sciences cognitives ont démontré que nos décisions, même les décisions qui semblent les plus rationnelles, nos décisions reposent d'abord sur l'émotion. En fait, le cerveau limbique, donc le siège de nos émotions, il va agir en premier et ensuite va venir le cortex rationnel, donc la raison, qui va venir justifier le choix qu'on a fait, mais a posteriori. Donc on a d'abord l'émotion, ensuite le rationnel. Je vous donne un exemple. Quand vous hésitez entre, par exemple, 2 abonnements sur une plateforme, sachez que c'est pas la comparaison des fonctionnalités qui va déclencher votre décision. Ce qui va déclencher votre décision, c'est par exemple une perception de sécurité ou alors de plaisir ou alors du statut que vous allez associer à ces options. Juste après, vous allez avoir la logique qui va venir valider l'émotion qui vous a déjà décidé. Donc dans un tunnel de conversion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque élément, que ce soit un visuel, que ce soit une couleur, que ce soit, un titre, que ce soit même un tout petit texte, chaque élément doit être pensé pour éveiller une émotion positive. Je vous donne des exemples classiques. Le rouge, il va créer de l'urgence. Le bleu, il va inspirer la confiance. Une photo d'un client heureux, ça va transmettre de la satisfaction. Ce genre de choses. Les call to action, on en parle souvent, les call to action qui vont être les plus performants, c'est pas typiquement ce qu'on met en général, des call to action du type acheter maintenant. C'est déjà bien parce qu'ils orientent la personne vers ce qu'il y a à faire, à savoir acheter. Mais ils ne créent pas d'émotion. À la place d'un acheter maintenant, un call to action du type rejoindre la communauté ou profiter de l'offre, ça va avoir plus de poids, plus de performance que le simple acheter maintenant. Alors ça ne veut pas dire que la logique est absente, au contraire. Les utilisateurs, ce qu'ils attendent, c'est des preuves tangibles. Ils en ont besoin pour justifier leur choix. Ils ont besoin de caractéristiques du produit, ils ont besoin de comparatifs, ils ont besoin de garanties. Mais tous ces éléments-là, ils ne sont efficaces que quand ils viennent confirmer une impulsion émotionnelle. Donc on commence par l'émotion et on vient confirmer avec le rationnel. Donc pour résumer, un bon tunnel de conversion, ça se construit pas uniquement sur des éléments rationnels, il doit utiliser l'émotion pour capter l'attention et déclencher le désir et la logique pour réduire l'incertitude et faciliter la décision.
Bon, mais les biais cognitifs, est-ce que c'est une boîte à outils pour marketeurs ou est-ce que c'est une boîte de Pandore pour marketeurs? Déjà, les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Les biais cognitifs, ce sont des raccourcis que notre cerveau va utiliser pour simplifier sa prise de décision. Donc, ils sont utiles parce qu'en fait, ils vont nous permettre de décider rapidement sans avoir à analyser des centaines et des centaines d'informations. Le problème, c'est que comme ils prennent des raccourcis, parfois ils créent des irrationalités et des erreurs. En fait, on se trompe à cause de ces biais cognitifs. Ils peuvent nous amener à faire des choix qui sont pas toujours les meilleurs choix pour nous. Pour le marketeur, comprendre ces biais cognitifs, c'est une vraie opportunité. La preuve sociale, par exemple, ça repose sur la tendance à imiter le comportement des autres. La rareté, ça s'appuie sur quoi? Sur la peur de manquer. Puis l'effet de cadrage, il exploite notre sensibilité à la manière dont une information est présentée. Alors cette boîte à outils, elle est très bien, mais elle peut vite se transformer en boîte de Pandore si on ne l'utilise pas correctement. Si vous êtes dans l'excès, vous utilisez trop de messages par exemple basés sur la peur, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer de la méfiance et de la lassitude. Pareil, si vous essayez de trop manipuler l'information avec par exemple de la fausse urgence, des faux témoignages, ce genre de choses, là clairement, vous allez briser la confiance et vous allez nuire à votre marque à long terme. Donc attention, c'est pas du tout anodin d'aller travailler les biais cognitifs, il faut faire les choses correctement. La clé, c'est assez logique, c'est d'utiliser les biais cognitifs comme des outils d'alignement entre l'offre et le besoin réel du client. On va pas aller inventer des choses, on va juste aider le client à comprendre ce qui est la meilleure chose pour lui. En gros, un tunnel de conversion bien construit, c'est pas un piège, c'est un guide qui va aider l'utilisateur à prendre plus facilement la décision qui est la meilleure pour lui, qui lui est la plus bénéfique. Du coup, la psychologie appliquée au marketing, c'est pas seulement une stratégie de conversion, c'est aussi une question d'éthique et de respect de l'utilisateur. Pour moi, c'est très important. Le marketing, c'est pas faire n'importe quoi. C'est certainement pas vendre à tout prix. C'est certainement pas vendre juste ce produit et pas penser à l'avenir. Non. C'est un lien, c'est une relation qu'on a avec nos utilisateurs, avec nos clients. Et ce lien, il est extrêmement important et il a beaucoup plus de valeur qu'une vente. Donc attention, on fait les choses correctement. Bon, alors je vous propose qu'on aille regarder les biais cognitifs les plus puissants qu'on va pouvoir activer dans un tunnel de conversion. Premier biais qu'on va aller regarder, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, elle repose sur un principe simple. Quand on a une incertitude, on a tendance à imiter le comportement des autres. Le principe, c'est quoi? S'il y a des milliers de personnes qui ont déjà choisi une offre, ça nous rassure et ça nous incite à les suivre. C'est un héritage qui nous vient de la préhistoire. Dans la nature, le groupe protège l'individu. On a l'habitude de faire confiance au groupe. Pourquoi pas le faire quand on va acheter quelque chose? Donc, dans un tunnel de conversion, la preuve sociale, elle peut prendre plusieurs formes. Le plus courant, celui auquel on pense le plus simplement, le plus rapidement, c'est le témoignage client. Vous avez des visages et des histoires réelles qui vont expliquer l'expérience que le client a vécue. Vous avez aussi les notes et les avis qui vont être laissés sur des plateformes indépendantes, genre Trustpilot, des choses comme ça. Ça renforce la crédibilité parce que ça a l'air plus objectif. Ça l'est pas forcément, mais ça a l'air plus objectif. Et puis vous avez les chiffres. Des chiffres du genre plus de 10 000 utilisateurs actifs ou alors 95% de satisfaction. Ça joue un rôle clé parce que ça crée un effet de masse. Bon, mais il suffit pas d'afficher un chiffre ou deux. La preuve sociale, elle doit être intégrée au bon moment dans le parcours. Sur une page de vente, un témoignage qui arrive juste après la présentation de l'offre, ça a plus d'impact parce qu'il vient confirmer la promesse. Et puis dans un tunnel e-commerce, si vos avis produits sont visibles directement sous la description, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire l'hésitation. Attention quand même à l'effet inverse, à l'effet boomerang. Si vous avez des avis qui sont trop lisses, trop positifs, trop beaux, ça va générer de la méfiance, on va pas y croire, c'est trop beau pour être vrai. En fait, une preuve sociale, pour qu'elle soit efficace et crédible, il faut qu'elle soit nuancée et authentique, il faut qu'elle sonne vraie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de la preuve sociale, c'est pas de convaincre. C'est de lever un frein psychologique. Ce qu'on veut, c'est que la personne qui lit cette preuve sociale ou qui regarde la preuve sociale, elle se dise « si d'autres personnes comme moi en franchissent le pas, je peux le faire aussi ». Deuxième biais, la rareté et l'urgence. Le biais de rareté,
Il s'appuie sur une peur universelle, celle de passer à côté d'une opportunité. Psychologiquement, en fait, on ressent plus fortement la douleur de perdre quelque chose que le plaisir de le gagner. C'est un peu idiot, hein, mais c'est comme ça. On ressent plus fortement la douleur de perdre que le plaisir de gagner. C'est un principe qui est appelé l'aversion à la perte et c'est l'un des principes les plus puissants en marketing. Alors, dans un tunnel de conversion, la rareté, ça peut se traduire par exemple, une offre qui est limitée dans le temps. Typiquement, cette promotion est valable jusqu'à minuit. Ça peut se traduire aussi en termes de quantité. Plus que 3 places disponibles, par exemple. Ou alors, dans la facilité ou non à l'accès à l'offre. Typiquement, ça va être les éditions limitées, sur invitation, VIP, ce genre de choses. L'objectif ici, encore une fois, c'est pas de tromper, c'est de rappeler à l'utilisateur que l'inaction a un coût. Et ça, c'est un élément extrêmement important que de leur montrer que de ne pas prendre une décision, ça va avoir un impact sur eux. C'est à eux de choisir s'ils veulent cet impact ou pas, mais il faut qu'ils en aient conscience, parce que c'est une réalité, de ne pas prendre une décision, ça a un impact, et notre objectif ici, c'est d'aider l'utilisateur, le client futur, à prendre une décision, acheter ou ne pas acheter. Bon alors, l'efficacité de ce levier dépend beaucoup de la transparence. Si vous utilisez des faux compteurs, vous savez les compteurs qui tournent là, des urgences artificielles qui n'existent pas vraiment, là, vous avez toutes les chances de détruire la confiance avec vos utilisateurs. À l'inverse, quand vous avez une offre qui est vraiment limitée, le fait de communiquer, ça va créer un sentiment d'exclusivité. En fait, ça va créer un sentiment d'importance. Donc, pour éviter l'effet de saturation, la rareté, elle doit être utilisée évidemment avec parcimonie. Trop d'alertes urgentes, ça va fatiguer l'utilisateur, puis ça va diluer le message. En revanche, si vous combinez ça avec un bon storytelling, la rareté, elle peut transformer une hésitation en une décision immédiate. Troisième biais cognitif, l'effet de cadrage. Alors l'effet de cadrage, il nous montre bien à quel point la manière dont on va présenter une information va modifier sa perception. Par exemple, si on dit qu'un produit a 90% de clients satisfaits, ça n'a pas le même impact que de dire qu'un client sur 10 est insatisfait. La réalité est exactement la même, mais vous n'avez pas du tout la même perception de l'information. Dans un tunnel de conversion, le cadrage, ça va transformer une offre standard en opportunité irrésistible ou l'inverse. Je vous prends un exemple d'abonnement. Prenez 3 formules. Donc, vous avez première formule, deuxième formule, troisième formule. Et puis, celle du milieu, on a une petite mention, il y a marqué « la plus populaire ». Ça oriente systématiquement vos clients vers ce choix en premier lieu. Le cadrage, ça fonctionne aussi avec la façon dont les bénéfices sont mis en avant. Par exemple, une assurance, elle peut être perçue comme une dépense inutile, sauf si elle est cadrée comme une protection contre une perte qui va être beaucoup plus coûteuse. Une offre de formation, elle peut apparaître chère, sauf si elle est cadrée comme un investissement dans l'évolution de carrière. En fait, le cadrage, c'est une mise en contexte, une mise en perspective qui montre notre proposition de façon différente. Il consiste pas à tromper, mais à mettre en avant l'angle qui va résonner le mieux avec la psychologie du client. L'enjeu, là, évidemment, c'est d'identifier quel cadrage va correspondre aux motivations profondes de votre client. Donc, est-ce que c'est la recherche de gain? Est-ce que c'est la peur de perdre? Est-ce que c'est le désir d'appartenance? Est-ce que c'est une quête de statut? Pour le savoir, vous n'allez pas être surpris, il faut connaître votre persona. Allez, je vous propose un 4e biais cognitif, la réciprocité. La réciprocité, c'est un principe social universel. Quand on reçoit quelque chose, on se sent un peu naturellement poussé à être redevable et à donner en retour. Donc, dans le marketing digital, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la force d'offrir de la valeur avant de demander un engagement. Typiquement le contenu gratuit, les guides, les webinaires, les échantillons, les newsletters quand elles sont de qualité, tous ces éléments-là, ce sont des leviers qui sont très puissants pour réactiver ce biais de réciprocité parce que l'utilisateur, il reçoit un bénéfice tangible, sauf qu'il n'a pas de contrepartie immédiate à donner et ça lui donne un sentiment de dette psychologique. Il n'est pas tout à fait équilibré. Et du coup, lorsqu'on lui propose une offre payante ou en tout cas une offre qui va lui demander un effort, il va être plus enclin à dire oui. Je vous donne un exemple ici, là tout de suite avec ce podcast.
j'espère en tout cas que je vous propose de la valeur avec ce podcast, sauf que vous me donnez rien en échange. Ce qui fait que vous avez peut-être, j'espère, un tout petit sentiment de déséquilibre. Pas un gros sentiment, vous n'allez pas arriver et me donner 1 000 € parce que je vous ai proposé un épisode de podcast. Allez-y si ça vous fait plaisir, mais je doute. En revanche, quand je vais vous demander, je vais le faire tout de suite, quand je vais vous demander pour m'aider à faire découvrir ce podcast, à faire en sorte que ce podcast vive, de prendre 2 minutes de votre temps pour mettre un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça va pas vous demander grand chose, vous allez probablement pas tous le faire, mais logiquement, il y en a certains d'entre vous qui vont se dire, ah bah oui, effectivement, je lui dois bien ça, et vous allez me laisser un avis. C'est comme ça que j'ai plus de 1000 avis sur mes épisodes de podcast. Donc ça marche vraiment, ce principe de biais de réciprocité. Du coup, j'en profite, si vous n'avez pas laissé un avis, allez-y. Bon, mais attention, c'est toujours la même chose, la réciprocité va perdre toute son efficacité si elle est vue comme un piège. Si vous avez un cadeau qui est trop conditionné ou alors une générosité qui paraît un peu intéressée, ça va produire exactement l'effet inverse. La clé, comme toujours, c'est la sincérité. Si vous offrez quelque chose, il faut l'offrir réellement. Il ne faut pas nécessairement attendre quelque chose en retour. Mais bon, on n'est pas complètement idiot. On sait que quand même, ça crée ce déséquilibre et que potentiellement, on peut obtenir quelque chose de l'autre côté. Donc, utilisez intelligemment. Non seulement la réciprocité, elle va booster votre conversion, mais en plus, elle va contribuer à construire cette relation de confiance, cette relation durable, parce qu'elle va placer votre marque dans une posture de générosité. Bon, alors c'est bien joli tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer les biais cognitifs dans notre tunnel de vente? Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la première impression est primordiale dans un tunnel de conversion. Les études le montrent, les visiteurs se font une opinion sur un site web en moins de 3 secondes. Ça veut dire que votre landing page, elle doit capter l'attention tout de suite. Il faut instaurer un climat de confiance et créer de la curiosité avant même que l'utilisateur n'ait eu le temps de lire la moitié du contenu. Les éléments visuels vont jouer un rôle clé. Donc, il faut que vous ayez une hiérarchie claire, il faut que vous ayez des couleurs qui sont cohérentes avec votre message et puis, évidemment, une mise en avant super forte de votre bénéfice principal. Mais au-delà de tout ça, au-delà du design, ce qui est important, c'est les microcopies. Les microcopies, c'est ces petits bouts de texte qui sont super stratégiques et qui vont faire la différence. Ça va être par exemple le texte d'un bouton qui va dire « Commencer gratuitement » au lieu de « S'inscrire ». Parce que commencer gratuitement, en fait, ça met directement en avant l'avantage de l'utilisateur. L'idée ici, c'est que la psychologie, elle repose sur 2 leviers, la réduction de l'incertitude et la stimulation de l'émotion. Si vous avez un titre efficace, ça va pas seulement décrire une offre, ça va projeter le visiteur dans un état qu'il désire. Typiquement, doubler vos ventes en 30 jours. Après, vous pouvez avoir un sous-titre qui va venir tout de suite renforcer la crédibilité. Donc, vous avez votre doubler vos ventes en 30 jours et en dessous, vous avez avec une méthode utilisée par plus de 2000 entrepreneurs. Chaque détail doit être pensé comme un signal de confiance. En fait, les premières secondes dans un tunnel de conversion, c'est un test de crédibilité. Si vous avez une preuve sociale qui est visible, une promesse claire et une action simple à effectuer, vous avez toutes les clés pour transformer un simple visiteur en prospect intéressé. Bon, et puis autre chose, un tunnel de conversion, ça doit pas ressembler à une course d'obstacles à franchir, ça doit être un chemin fluide et naturel. La psychologie cognitive montre que chaque friction, chaque petit élément qui vient gripper le parcours, typiquement une étape en plus, un formulaire qui est trop long, une consigne qui est pas super claire, chaque élément, ça va venir augmenter la probabilité d'abandon. À chaque étape, vous avez des gens qui vont sortir de votre site internet. L'enjeu, c'est de réduire l'effort perçu à chaque étape. Ça peut passer par de la simplification des formulaires, vous avez moins de champs par exemple, ou alors vous avez de l'auto-remplissage. Ça peut passer par la mise en avant d'un seul call to action par page, ça simplifie la réflexion. Ou alors ça peut être le fait de découper le processus en petites étapes. L'utilisateur, il préfère avoir 3 formulaires courts à remplir qu'un énorme formulaire qui lui semble interminable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, il y a une notion centrale, c'est la notion de charge cognitive. Notre cerveau, désolé, mais il a une capacité limitée à traiter les informations. Si votre tunnel demande trop d'attention, il va générer de la fatigue décisionnelle et du coup, on va laisser tomber. À l'inverse, si vous avez un parcours qui est progressif, qui est clair, qui est guidé, il va faciliter le passage à l'action parce qu'il va faciliter la prise de décision.
Un très bon exemple super simple, c'est celui des sites e-commerce, vous savez, qui affichent le fil d'avancement dans le checkout. Souvent, vous avez comme ça des différentes étapes. D'abord panier, ensuite livraison, paiement, confirmation. Le fait de voir le chemin, ça rassure l'utilisateur, ça réduit son stress parce qu'il sait où il en est. Donc du coup, en optimisant cette séquence, non seulement vous créez un tunnel plus efficace, mais en plus, vous offrez une expérience qui est plus agréable et qui augmente la satisfaction et la probabilité que le client revienne. Bon, mais utiliser la psychologie dans un tunnel de conversion, ça ouvre une question qui est délicate et qu'à mon avis, il faut poser, c'est jusqu'où est-ce qu'il faut aller. Les biais cognitifs, c'est des super leviers, hein, mais c'est aussi, ou en tout cas ça peut aussi être des outils de manipulation si on les utilise évidemment de façon un peu abusive. Pour moi, je vous le dis très clairement, l'éthique en marketing, c'est une valeur centrale, ultra importante. Si vous passez à côté, vous allez passer à côté de tout votre marketing. D'abord pour des raisons morales, bon, ça ok, mais après chacun fait ce qu'il veut avec sa morale, mais aussi pour des raisons business. En fait, si vous obtenez une conversion avec de la tromperie ou en tout cas avec des éléments qui sont un peu douteux, vous allez avoir une vente. Probablement, pas de problème. Mais cette vente-là, elle va être destructrice pour votre marketing, pour votre marque, pour toute cette création de confiance qui est si importante et qui met si longtemps à se construire. Vous risquez de tout ruiner le long terme, de ruiner le long terme pour une vente court terme. Donc attention à ce genre de choses. Pour moi, l'éthique est absolument primordiale d'un point de vue moral et d'un point de vue business. Alors vous allez me dire, ok, mais attention, comment je sais où je me place? Parce que bon, c'est assez subjectif. Pour moi, la ligne de démarcation, la frontière, elle se joue dans l'intention. Si vous utilisez par exemple la rareté pour informer du fait qu'il y a une offre qui est limitée, et elle est vraiment limitée, vous créez pas de fausse rareté, vous poussez pas à l'achat, vous expliquez que si on ne prend pas la décision maintenant, après ce sera trop tard. Donc vous donnez une raison de prendre une décision d'achat. Vous laissez la décision d'achat libre. Pareil, mettre en avant une preuve sociale avec de vrais témoignages, c'est une pratique saine. Ça permet de montrer quelle est la véritable expérience qui s'est vraiment passée pour d'autres et ça rassure. En revanche, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Très clairement, si vous mettez des fausses urgences, si vous mettez des faux témoignages, les gens le voient. C'est immédiat. Enfin, on n'est pas complètement idiot. On est maintenant habitué à tout ça, toutes et tous. Donc, ça va se voir. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de façon immédiate perte de crédibilité, hausse du churn, baisse de fidélité. Donc, attention, on ne joue pas du tout avec les biais cognitifs. Le marketing psychologique le plus efficace, c'est celui qui respecte le client comme n'importe quel marketing d'ailleurs. Il ne s'agit pas de forcer la main, il s'agit de rendre le parcours plus clair, plus engageant, plus humain. En gros, l'objectif, c'est pas seulement d'augmenter la conversion, mais c'est de construire une relation durable qui est basée sur la confiance et sur la transparence. Bon, alors on arrive à la fin de cet épisode. De quoi a-t-on parlé? On a regardé ce que c'était que les grandes clés de la psychologie appliquées au tunnel de conversion. On a vu que la décision d'achat, c'est loin d'être un élément purement rationnel. Elle repose d'abord sur des émotions, sur des raccourcis cognitifs et sur des perceptions qui vont venir influer nos choix, nos prises de décision. Alors dans la première partie, on a commencé par regarder un petit peu les bases, c'est-à-dire l'équilibre entre l'émotion et la logique dans la prise de décision, ce qui est vraiment important à comprendre. Et puis donc cette importance des biais cognitifs, comment est-ce que ces biais viennent guider, souvent inconsciemment d'ailleurs, mais ils viennent guider nos comportements. Ensuite, on allait regarder plus en détail 4 biais cognitifs super importants pour un tunnel de vente. Ces 4 biais, c'est quoi? C'est la preuve sociale qui rassure parce qu'elle montre que d'autres ont déjà franchi le pas. On a la rareté et l'urgence. Ces éléments-là, ils vont venir activer la peur de manquer. On a l'effet de cadrage qui va changer la perception d'une offre sans la modifier. Et puis, on a la réciprocité qui repose sur l'art de donner avant de recevoir. Et puis bien sûr, on a vu comment concrètement intégrer ces biais cognitifs dans le design de nos tunnels de vente. Donc ça va de l'importance de la première impression à la fluidité du parcours utilisateur en passant par la frontière délicate entre persuasion et manipulation. Une idée forte qui ressort, l'efficacité marketing ne doit jamais se construire au détriment de la confiance. Donc pour résumer,
Utiliser la psychologie dans vos tunnels de conversion, c'est pas un gadget, c'est un levier absolument stratégique. Ça vous permet de rendre vos parcours plus clairs, de les rendre plus engageants et surtout de les rendre plus respectueux de vos utilisateurs. C'est cette combinaison entre performance et éthique qui va faire la différence parce que dans le monde d'aujourd'hui, la confiance, ça reste votre meilleur atout. Bon, alors maintenant, je vous invite à réfléchir à vos propres tunnels de vente. Quels biais cognitifs est-ce que vous utilisez déjà? Lesquels est-ce que vous pourriez peut-être intégrer de manière plus consciente, voire de manière plus honnête, hein, on peut regarder aussi les choses comme ça. L'action la plus simple que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est tout simplement d'aller sur votre page d'accueil, sur votre landing page, sur votre page de vente et de la regarder avec un regard neuf en vous demandant est-ce que ce que je propose, ça suscite une émotion et ça réduit l'incertitude. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas et si vous le trouvez utile, eh bien, réfléchissez à 1, 2, 3 personnes à qui vous pourriez le transmettre. C'est vraiment super important. 1, parce que ça peut aider ces personnes, donc vous faites une bonne action quelque part. Et puis 2, c'est clairement comme ça que je vais pouvoir faire découvrir le podcast du marketing à un maximum de personnes. Je travaille seule sur le podcast du marketing. Il n'y a pas une grosse entreprise derrière et des énormes budgets qui m'aident à faire connaître ce podcast. Je suis toute seule derrière les manettes et faire découvrir un podcast, c'est très très compliqué. Le meilleur moyen, c'est vous, c'est le fait que vous recommandiez ce podcast à vos amis, à vos collègues, à des gens que vous savez être intéressés par le sujet du marketing et en l'occurrence par les tunnels de vente. Je vous dis à très vite.